Bienvenue dans cette exploration narrative. Aujourd'hui, on va feuilleter ensemble des passages d'un roman d'Amélie Antoine, Quand on n'a que l'humour. C'est une invitation à entrer dans l'univers d'un homme assez complexe. Tout à fait. Notre source est une fiction, oui, mais une fiction qui nous ouvre vraiment les portes de la vie d'Édouard Bresson. Imaginez un peu un humoriste sommet, adulé, mais qui, en coulisses, lutte contre ses propres ombres, quoi. Et notre chemin aujourd'hui, ça va être de suivre un peu les méandres de son histoire, comme elle se dévoile dans ses extraits. On va adopter une approche posée, oui, presque comme un conteur pour explorer les éclats de sa réussite, bien sûr, mais aussi les failles intimes qui le lézardent. Mhm. L'humour comme bouclier, et puis comme fardeau aussi, les liens familiaux, si forts et si douloureux. Voilà un peu ce qu'on va effleurer ensemble. C'est une histoire tissée de lumière et d'obscurité, c'est ça. De rire sur scène et de mélancolie dans la solitude. Bon, alors, installons-nous confortablement et commençons ce voyage au cœur de la vie d'Édouard Bresson. Allons-y. Alors, plongeons d'abord dans l'effervescence des coulisses. Édouard Bresson juste avant de monter sur scène, une scène immense. Un stade, peut-être, la maquilleuse s'affaire. Et lui, il esquisse un sourire, celui que tout le monde attend, hein, l'homme sympa, accessible. Humble, même. Humble, voilà. Son producteur, Jean-Michel, il le dit souvent, hein, la célébrité, ça ne lui est jamais monté à la tête. Mais bon, derrière le masque, Ah bah oui, derrière le masque, c'est autre chose. Le doute, le ronge, ce fameux syndrome de l'imposteur, ce sentiment de pas mériter son succès, d'être une fraude, ça le hante constamment. constamment. Il a cette peur viscérale de l'échec, cette impression d'être juste un pantin creux, comme il dit, que le public applaudit par erreur. Il a peur que le public le démasque, qu'on réalise qu'il n'est pas si drôle que ça au fond. Ah oui, d'accord. Du coup, les répétitions dans les salles vides, c'est un cauchemar pour lui. Il a besoin de cette énergie du public pour exister sur scène, quoi. C'est intéressant ça, cette dépendance au regard des autres pour se valider. Et pourtant, face à cette angoisse, il a ses petits trucs, ses rituels presque sacrés. Mhm. Depuis 23 ans, la même chanson avant chaque spectacle. Eye of the Tiger, Ah oui, la fameuse. 4 minutes où la scène devient un ring, où il se sent vivant et invincible. C'est fort comme image. oui, c'est une sorte d'armure musicale avant le combat, hein. Et sur scène, alors là, il déploie ce personnage pince sans rire, fouassement nonchalant, et ça marche. C'est l'effet Édouard. L'effet Édouard. Mais il y a aussi Zita, cette concierge acariâtre, inspirée de Madame Rita, la gardienne de son enfance, un personnage qu'il a adoré, qui a fait son succès, mais qui aujourd'hui, ça l'enferme un peu. Le public la réclame. Ah oui, le public la réclame sans cesse, alors que lui, il voudrait passer à autre chose, proposer du neuf. Mais bon, parfois il cède, il reste sagement dans la case, comme il dit. C'est une lutte entre l'artiste qui veut évoluer et le personnage qu'il retient. Cette tension, oui, entre l'artiste, le personnage public, le besoin de validation, la peur, ça donne envie de comprendre d'où ça vient tout ça. D'où viennent ces failles. Faut remonter, j'imagine. Oui, il faut remonter à l'enfance. Une enfance d'Édouard, donc. Une atmosphère tendue à la maison. Le père, Lucien, ouvrier syndicaliste, décrit comme en permanence en colère. Le bruit, c'est insupportable pour lui. Il faut imaginer les enfants qui doivent chuchoter, retenir leurs rires, leurs pleurs. Pour pas provoquer le regard noir du père. C'est ça. Et dans ce climat déjà lourd, Édouard souffre de bégaiement. Ah oui. Une hantise, il dit. Surtout à l'école, évidemment. Les récitations, c'est la torture. Il y a ce souvenir terrible où il bute sur il dit non au professeur. Et les moqueries, cruelles. Surtout celle de Ludovic, le petit caïd, qui le traite de monstre de foire. Dur. Très dur. Et c'est sans doute là, dans cette douleur, cette humiliation, que l'humour naît, comme une défense en fait. Une stratégie de survie. Il apprend à retourner la situation, à désamorcer par le rire. Plus tard, d'ailleurs, il utilisera son bégaiement dans ses sketchs. Besoin de contrôler le rire des autres. Ne plus être celui dont on rit, mais celui qui fait rire, ça prend racine là, très probablement. Son refuge dans tout ça, sa lumière, c'est son petit frère, Jonathan. Une vraie complicité entre eux face à ce père si dur. Ouais. Il y a ces scènes où le père les met dehors. Dehors! Allez, oust! Et il se retrouve sur le palier. Et c'est là, pour faire rire Jonathan, pour alléger un peu le truc, qu'Édouard fait ses premières imitations. Celle du père, celle de Madame Rita, la concierge. Voilà. Et les rires de Jonathan, c'est vital pour lui, j'imagine. Une récompense. Une validation affective essentielle. Mais cette complicité, elle va être brisée par un drame. Là, dimanche après-midi,
Édouard, peut-être pour frimer un peu devant Ludovic et sa bande, il accepte d'aller explorer une maison abandonnée. Et il emmène Jonathan. Oh non, Et là, le plancher, vermoulu, cède sous les pas de Jonathan. L'accident. Il devient paraplégique. terrible. C'est une déflagration. La culpabilité qui s'abat sur Édouard. Écrasante. Surtout qu'il choisit de protéger les autres garçons, il endosse tout, tout seul. Et la famille implose. Sa mère, Monique, reporte toute son affection sur Jonathan. Ça crée une distance énorme, silencieuse, avec Édouard. Ce drame creuse un fossé. Cette culpabilité originelle, ça semble vraiment être une clé pour comprendre l'adulte, oui. Les années passent, Édouard rencontre Magda. Oui. La rencontre est décrite avec une certaine légèreté, un jeu de séduction autour d'un foulard, une casquette. Ils s'amusent un peu. C'est le début d'une histoire d'amour, mariage, puis la naissance de leur fils Arthur, en 93. Un moment de complétude, dit le texte. Un vrai bonheur. Oui, un bonheur tangible. Mais c'est aussi là que la carrière d'Édouard explose. Il est partout, tournée, télé, interview. Il devient bancable, comme on dit. Et cette omniprésence publique, ça a un coût sur le plan privé, j'imagine. Évidemment. L'absence s'installe. Magda se sent de plus en plus seule, comme une mère célibataire. Les reproches, les disputes. Édouard, pris dans le tourbillon, se défend comme il peut. Je fais ce que je peux, putain. La phrase typique. C'est ça? Il promet des jours meilleurs, bientôt on sera les maîtres du monde, mais bon, le fossé se creuse, la communication se dégrade, l'amour s'effrite, la rupture devient inévitable et douloureuse. On peut se demander si cette fuite dans le travail, c'est pas aussi une façon d'échapper à l'intimité peut-être, par peur de ne pas être à la hauteur, un écho de cette vieille culpabilité. Et cette absence, elle marque aussi sa relation avec son fils, Arthur, profondément. Édouard essaie de compenser, mais maladroitement. Avec les chasses au trésor, c'est ça? Oui, ces chasses aux trésors incroyables chaque été, de plus en plus folles, comme pour acheter l'affection de son fils peut-être. Mais au-delà de ça, il y a une vraie incompréhension entre eux. Édouard veut le voir sur scène, il est sûr qu'il a du talent, alors qu'Arthur, lui, il rêve de faire médecine. Rien à voir. Le clash classique. Exactement. Leur dernière conversation, c'est une dispute là-dessus. Et le soir même, le soir du dernier spectacle d'Édouard, Arthur ne répond pas à ses appels. Ouch, cette déconnexion avec les proches, ça nourrit une solitude immense chez lui. Elle est là, tapis, même au sommet de la gloire. Une fois les lumières éteintes, le silence revient. Et le vide. C'est décrit comme un ascenseur qui chaque s'effondrerait. Brutal. Même les dîners d'équipe, les liaisons passagères. Rien n'y fait. Les dîners d'équipe, Tiphaine, cette liaison, ça ne comble rien. C'est une mélancolie profonde qui remonte à loin, à l'enfance même. Il se souvient de l'avoir sentie quand son arrière-grand-père partait. Elle revient dès qu'il n'est plus occupé à faire rire. Il s'est coupé de tout le monde en fait. De tous, oui. Magda, Arthur, ses parents, son père Lucien, mort le jour de sa retraite, sa mère Monique, partie d'un lymphome sans qu'il y ait eu de pardon, de réconciliation claire. Et même Jonathan. Voir son frère en fauteuil, ça réveille trop la culpabilité. C'est un portrait saisissant, cet homme au sommet, mais si seul, si hanté. Et puis le coup de théâtre final. Tragique. Le 1er avril 2017. La date. Oui, la date est terrible. La nouvelle tombe au gré. Édouard Bresson est mort. Il se serait jeté de son balcon. Pour Arthur, c'est le choc. Mais tout de suite, le doute. Un 1er avril. Son père, le roi des canulars. Celui qui avait déjà fait le coup de simuler sa mort, en plus. C'est ça. Alors, est-ce une dernière farce? Macabre, cruelle. La colère submerge Arthur. Le sentiment d'abandon aussi. Il avait déjà essayé de couper les ponts en prenant le nom de sa mère, Pazzoli. Et c'est là que commence un dernier acte complètement inattendu. Orchestré par Édouard, avant de mourir. Une ultime chasse au trésor. Encore une. Encore une, mais posthume cette fois. Une lettre confiée à Jonathan et remise à Arthur. C'est le début du jeu. Chaque indice mène Arthur vers quelqu'un qui a compté dans la vie de son père. Qui sont ces personnes? Il y a Johan, l'ancien clown d'hôpital qui révèle un côté altruiste d'Édouard, Rita, la concierge, l'inspiration de Zita, Laurence, une fan fidèle qu'il a aidé financièrement en secret, Ludovic, le bourreau d'enfance, lié à l'accident, et Jonathan bien sûr. À chaque rencontre, Arthur découvre une nouvelle facette de son père. Exactement. C'est un parcours initiatique pour Arthur en fait. Il assemble les pièces du puzzle, il découvre la vulnérabilité derrière l'armure, la générosité cachée, le poids de la célébrité, du syndrome de l'imposteur, et surtout cet abîme de culpabilité concernant Jonathan que son père a porté en silence. Et il reçoit des objets à chaque fois.
Oui, des objets symboliques. Une boîte à musique, un flacon de bulles, un carnet Moleskine avec des notes, un bocal de verre poli. Chaque objet est un fragment de la vie, de l'âme de son père. Jusqu'à l'ultime étape. L'ultime indice, une petite lettre, à ouvrir sur la scène de l'Olympia. Ah, l'Olympia, le symbole. Le symbole absolu. Arthur est face à un dilemme. Est-ce que c'est encore une manipulation? Une dernière tentative pour le pousser sur cette scène qu'il a toujours refusée? Sa compagne, Manel, l'encourage à y aller, pour clore le chapitre. Alors il y va. Il monte sur cette scène vide. Le trac, le vertige, le poids du lieu, de l'histoire. Et au moment où il ouvre la lettre, La musique d'Eye of the Tiger retentit dans la salle vide. hein, Mais cette fois, ce n'est plus l'hymne guerrier. C'est l'écho d'un souvenir d'enfance, tendre. Un jeu de boxe avec son père. Et la lettre d'Édouard, ce n'est pas un ordre, c'est une libération. Il écrit « Contrairement à ce que tu crois, je sais que tu n'avais aucune envie de grimper sur scène. Je suis fier de toi. waouh, » C'est fort. c'est un moment clé pour Arthur, une épiphanie. Il comprend enfin cette phrase lue dans la première lettre. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Ce n'est pas une excuse, c'est la vérité humaine, quoi. Son père, avec ses failles, ses blessures, sa culpabilité, a fait de son mieux. Et cette reconnaissance de sa propre voix, c'est peut-être ça le vrai trésor. L'apaisement est possible alors. Il semble, oui. Et l'histoire se termine sur une image, Arthur qui court. Sur son dossard, il raille Pazzoli, le nom de sa mère. Et il écrit Bresson en grand. Alors, réconciliation, acceptation de l'héritage. Quand Manel lui demande s'il est réconcilié, il répond « si ambigu, non ?» Très ambigu. Il dit oui, je suis réconcilié. Parce que c'est plus simple comme ça. Plus simple comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question. Est-ce une paix réelle, une acceptation profonde, ou juste une façon pragmatique de tourner la page, de choisir la voie la moins douloureuse pour avancer? Le roman nous laisse avec cette question. C'est assez juste finalement? Oui, ça laisse à réfléchir. On a traversé ensemble ces fragments de la vie d'Édouard Bresson. Une existence de contraste, hein. La gloire et la solitude, l'humour et la douleur, le père absent, le fils marqué. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Je crois que ces passages nous rappellent, avec une certaine mélancolie peut-être, la complexité derrière chaque personne publique, chaque image. Ils montrent bien le poids du passé, comment les blessures d'enfance façonnent d'adultes, cette quête de reconnaissance aussi, et la difficulté des liens humains, surtout sous la pression de la célébrité et des angoisses personnelles. Et l'humour dans tout ça? L'humour ici, c'est vraiment cette armure brillante qui protège, mais qui finit par isoler. Un don qui peut devenir un fardeau terrible. C'est très bien montré, je trouve. Et puis il y a cette idée, laissée par Édouard à Arthur, on ne connaît jamais vraiment les gens entièrement. Chaque fragment d'un autre que soi en vient à compléter un puzzle qui forme l'image la plus complète d'une personne. C'est une belle phrase. Quelle image d'Édouard Bresson on garde, nous, après avoir exploré ces fragments, et par ricochet, quelle image les autres composent-ils de nous à travers les fragments qu'on leur laisse voir? C'est une pensée à méditer, ça. Tout à fait. Une réflexion sur la nature toujours un peu insaisissable de qui nous sommes vraiment. Alors cette structure narrative qui alterne le passé, le présent, sur scène, et puis Arthur après la disparition d'Édouard, c'est d'emblée très prenant, je trouve. Oui, c'est vrai, cette construction non linéaire, elle tisse quelque chose de complexe autour des personnages, du mystère. S'installe une tension indéniable. Par contre, certaines transitions temporelles, même si elles sont fortes thématiquement, elles pourraient peut-être gagner en fluidité pour accompagner le lecteur, disons, plus sûrement. Ah oui, La faiblesse ici, c'est pas tant le choix du saut temporel en lui-même, vous voyez, mais c'est parfois sa soudaineté, en tout cas dans ces extraits précis. d'accord. Prenons ce moment où Édouard est vraiment au sommet sur scène là. Il y a cette phrase « plus rien ne peut l'arrêter » qui le propulse. Et paf, immédiatement on bascule dans le souvenir violent avec son père qui utilise exactement la même phrase. Oui, l'écho est puissant, c'est vrai. Très puissant, mais pour un lecteur qui découvre à peine l'univers, ce changement radical de ton, de contexte, sans le moindre sas, ça peut créer une micro-rupture. Un petit flottement avant de raccrocher les wagons. Je vois. Donc c'est pas l'idée du lien qui pose problème, mais plutôt la jointure, si on veut, la manière dont c'est fait. Exactement. Alors, comment on pourrait suggérer d'adoucir ça, sans pour autant affaiblir l'impact, l'effet de juxtaposition qu'on recherche? On ne veut pas surligner, prendre le lecteur par la main de manière trop évidente, non. Non, tout à fait. Il s'agit de micro-ajustements, un peu d'huile dans les rouages, La suggestion, ce serait d'insérer des éléments discrets,
des points d'ancrage ou même des présages juste avant ces pivots temporels ou de perspectives qui sont les plus abruptes. L'idée, c'est de préparer un peu le terrain, émotionnel ou thématique, sans rien dévoiler bien sûr. Par exemple, juste avant ce flashback déclenché par « plus rien ne peut l'arrêter ». Oui. Au cœur de l'euphorie d'Édouard sur scène, on pourrait peut-être glisser une pensée parasite, très brève dans sa narration interne, une fulgurance sur la fragilité de ce moment de triomphe, ou une image mentale fugace de l'ombre du père. Ou juste une sensation physique, peut-être. Oui, voilà. Un frisson, par exemple, inexplicable, malgré les projecteurs. Ça prendrait juste une demi-phrase, mais ça suffirait à teinter l'instant d'une certaine ambiguïté. Et ça rendrait le basculement vers le passé moins brutal, plus organique, plus lié à sa psyché. D'accord. Une sorte de micro-fissure dans l'armure du personnage, qui annonce un peu la secousse à venir. C'est intéressant. Et pour les passages entre Édouard et Arthur, ce serait la même logique? Oui, tout à fait. Une autre approche pour lier, mettons, une scène d'Édouard à une scène d'Arthur, ce serait d'utiliser un court paragraphe pont. Un paragraphe pont. Oui, pas forcément narratif d'ailleurs, peut-être plus sensoriel ou thématique. Si Édouard vient de vivre une interaction tendue qui révèle sa solitude, par exemple, eh bien on pourrait enchaîner avec une brève description d'atmosphère. Comme Le silence pesant dans l'appartement d'Arthur, mettons. Ou une réflexion d'Arthur sur sa propre solitude. Et seulement après, on plonge dans son intrigue à lui. Ce pont thématique, même s'il est un peu abstrait, il crée une continuité émotionnelle. Ah oui, je vois. Du coup, la transition entre les personnages, ça fait moins changement de chaîne et plus comme les variations d'une même mélodie. Vous voyez ? Une note tenue qui lie deux mouvements musicaux. Oui, je vois tout à fait l'idée. Il ne s'agit pas d'ajouter des explications, mais de tisser des fils plus subtils. Des échos qui rendent la navigation entre les couches du récit plus intuitive pour le lecteur. Et ça nous amène d'ailleurs à la question du rythme, le rythme interne de ces passages. Le texte nous plonge vraiment dans les scènes, que ce soit l'effervescence du Stade de France ou l'intimité des doutes d'Arthur. Ça, c'est une vraie qualité. Ah oui, absolument. L'immersion est réussie. Et c'est justement parce que l'écriture est si généreuse en détails qu'il y a peut-être une opportunité qui se dessine là. C'est-à-dire ? Certains passages très descriptifs ou introspectifs, même s'ils sont importants, ils pourraient gagner en dynamisme, avec une légère condensation, mais très ciblée. La faiblesse ici, c'est pas un manque de pertinence, attention. C'est juste un potentiel léger tassement du rythme à certains endroits précis. Un exemple peut-être ? L'exemple frappant, je trouve, c'est la description initiale du mime d'Édouard sur scène. Ah oui ? C'est visuellement très fort, on le voit se contorsionner, mimer la peur, tout ça. Mais la description, elle s'étire un peu. Elle détaille chaque grimace pendant un temps qui, à la lecture, peut sembler un peu longuet, avant que l'interaction verbale ou l'action principale ne démarre vraiment. 5 minutes de mime, c'est long sur scène. Et le décrire exhaustivement, ça peut freiner l'élan initial. D'accord. Voilà. Donc on parle de trouver un équilibre encore plus juste entre montrer et puis faire avancer l'histoire, c'est ça? Comment on identifie précisément où resserrer sans perdre l'essence de la scène ou du personnage? Parce que ce mime, il sert à caractériser Édouard quand même, son rapport au public, son masque comique. Tout à fait. L'intention est claire et pertinente, absolument. La suggestion serait d'opérer une sélection plus drastique des détails signifiants au sein de ces passages qui ralentissent potentiellement le récit. Une sélection plus drastique? Oui, il ne s'agit pas de tout couper, mais de distiller. Pour ce mime, par exemple, au lieu d'une énumération quasi exhaustive de chaque posture, chaque expression, on pourrait choisir les 2 ou 3 mimiques les plus emblématiques, celles qui encapsulent le mieux son personnage sur scène ou l'émotion qu'il veut faire passer. Et on les décrirait avec la même force visuelle, mais plus brièvement. Comme ça, on arriverait plus vite au dialogue, au gag, à ce qui va faire réagir le public et faire avancer la scène. On garde l'impact visuel, mais on gagne en rythme. D'accord.
Concentrer la force sur les détails les plus puissants, je comprends. Et pour les introspections d'Arthur, celui qui doute de la mort de son père, vous parliez de redite potentielle. Oui, c'est ça. Arthur est submergé par le doute, c'est clair, c'est au cœur de son arc narratif dans ses extraits. Ses réflexions sont essentielles. Mais c'est vrai qu'il revient plusieurs fois sur des arguments assez similaires. La date du 1er avril, le côté coup médiatique possible de son père. Ce qui est psychologiquement réaliste, l'obsession qui tourne en boucle. Tout à fait. Mais narrativement, cette répétition, même si elle a de légères variations, elle peut parfois donner une impression de... Des stagnations. Alors la suggestion ici aussi, c'est de fusionner ou de reformuler certaines de ces réflexions. Par exemple, Toutes les interrogations liées au 1er avril, par exemple. Elles pourraient être condensées en un paragraphe, plus dense, plus percutant, qui expose vraiment la force de ce doute spécifique, plutôt que de le voir ressurgir sous des formes très proches à plusieurs reprises. d'accord. On conserve la profondeur de son conflit, ce mélange de suspicion et puis d'espoir un peu fou, mais on évite de lasser le lecteur avec ce qui pourrait ressembler à des variations sur le même thème, quoi. L'objectif, c'est de maintenir l'attention de son questionnement, mais sans ralentir le flux général. Condenser pour intensifier, en somme. Choisir les moments de doute les plus forts et les articuler de manière à ce qu'ils propulsent le récit plutôt que de le mettre en pause. Oui, c'est un travail d'orfèvre, ça. Et ça m'amène à un élément absolument central de ces extraits. Le poids écrasant de la culpabilité. Ah oui, Celle d'Édouard par rapport à l'accident de son frère Jonathan, et puis celle qui commence à poindre chez Arthur, là, concernant les appels manqués. c'est indéniablement l'un des moteurs émotionnels les plus puissants du texte. Et il est déjà très présent, hein. On sent bien que cette faille originelle d'Édouard est lyrique toute son existence. Cependant, Oui, le lien entre cette culpabilité fondatrice d'Édouard et ses manifestations concrètes dans ses relations, plus tard, il pourrait être rendu plus explicite et plus systématique au sein même de ces scènes. d'accord. Donc la faiblesse, ce serait pas l'absence du thème. Non, pas du tout. C'est plutôt que la connexion directe entre l'événement traumatique, l'accident de Jonathan, et certains comportements spécifiques d'Édouard adulte, sa distance avec Magda, ses difficultés avec Arthur, eh bien cette connexion reste parfois très implicite dans les passages qu'on a là. Pour un lecteur qui assemble les pièces, ça fonctionne. Mais rendre ce lien juste un peu plus visible, ça pourrait décupler la portée tragique de ces interactions, je pense. Vous voulez dire que, même si on comprend intellectuellement que l'accident a tout changé, on ne voit pas toujours Édouard faire ce lien, consciemment ou inconsciemment, dans le feu de l'action de sa vie d'adulte, c'est ça. C'est un peu ça, oui. Et comment on rendrait ça plus saillant, sans tomber dans la psychologie de comptoir ou l'explication un peu lourde? Bah oui, c'est tout l'enjeu. Il s'agit surtout pas d'ajouter des paragraphes explicatifs sur le traumatisme, non. La suggestion, c'est de chercher des opportunités pour tisser des rappels plus directs, mais toujours subtils, de ce poids originel dans les scènes de vie ultérieures. D'accord. Et concrètement, ça donnerait quoi? Ça peut être des fragments de pensée, des images mentales fugaces, ou même des lignes de dialogue à double sens. Par exemple, lors d'une dispute entre Édouard et Magda, où elle lui reproche son incapacité à s'engager vraiment, Oui. au lieu de le laisser juste murer dans son silence ou dans l'esquive, on pourrait insérer une brève pensée interne d'Édouard, un flash de l'hôpital, le prénom Jonathan qui résonne, ou une réflexion un peu amère du genre « si elle savait que l'engagement c'est ce qui m'a déjà tout coûté ». Je vois. Ça ne change rien à l'issue de la scène elle-même, mais ça éclaire sa réaction d'une lumière plus tragique, plus spécifique. Une touche de couleur qui révèle la blessure sous la cicatrice. Oui, c'est bien vu. Et dans sa relation avec Arthur adolescent, on pourrait faire pareil. Oui, même principe. Quand Arthur lui reproche son absence, son obsession pour le travail, Édouard pourrait avoir une réaction défensive, bien sûr. Mais une ligne de dialogue pourrait laisser transparaître la vraie raison, même malgré lui. Du genre, Quelque chose comme le travail, au moins, ça ne finit pas en fauteuil roulant. Dit sur un ton cynique, peut-être, mais qui trahit la source profonde de sa fuite en avant. Ou une pensée, hein. Comment lui faire comprendre que cette scène, ces rires, c'est la seule chose qui m'empêche de hurler depuis ce jour-là. d'accord. Encore une fois, ce sont des touches, pas des discours, mais elles renforcent la compréhension que son comportement, c'est pas juste de l'égoïsme ou de la négligence, c'est une conséquence directe et douloureuse de sa culpabilité. Et ça pourrait aussi créer un parallèle intéressant avec la culpabilité naissante d'Arthur, du coup, non? Ah, mais tout à fait. Mettre en lumière la manière dont la culpabilité d'Édouard a façonné sa vie, ça permettrait de mieux saisir l'enjeu pour Arthur. Au moment où Arthur commence à se sentir coupable pour les appels manqués, on pourrait utiliser le narrateur ou une réflexion d'Arthur lui-même
pour juxtaposer sa situation à celle de son père. Comment ça? Par exemple, Arthur pourrait penser « Est-ce que c'est ça qu'il a ressenti lui aussi, ce poids qui écrase ?» Ou alors, le narrateur pourrait glisser une phrase qui souligne comment le fardeau semble passer d'une génération à l'autre. Oui, ça donnerait une profondeur thématique supplémentaire. Exactement. Ça inscrirait la situation d'Arthur dans un héritage familial tragique. Rendre ces liens plus visibles, même par petites touches, ça permettrait au thème de la culpabilité de résonner encore plus fort à travers les différentes strates du récit, en tout cas celles présentées ici. Bon, en résumé, si on synthétise un peu nos pistes de réflexion sur ces extraits qui sont, le rappel, très forts, il s'agirait d'affiner certains points pour maximiser l'impact d'une écriture qui est déjà bien maîtrisée. On a parlé de fluidifier les transitions temporelles les plus marquées. Avec des ancrages subtils. C'est ça, de potentiellement condenser certains passages descriptifs ou introspectifs qui sont très longs pour maintenir une tension narrative constante. En se concentrant sur les détails les plus significatifs. Tout à fait. Et enfin, de chercher à rendre plus explicite, par touches discrètes mais bien présentes, les liens entre la culpabilité originelle d'Édouard et ses comportements, ses relations ultérieures, pour en approfondir la résonance thématique. Exactement. Ce sont des suggestions qui visent à polir et peut-être à amplifier les forces qui sont déjà bien présentes dans ces pages. L'architecture narrative est ambitieuse, les personnages sont complexes, attachants aussi dans leurs failles, et les thèmes abordés sont universels. Le potentiel est vraiment considérable. Bien. Nous espérons que cette discussion approfondie vous apportera des pistes utiles pour poursuivre votre travail sur ce roman. Et n'hésitez surtout pas à nous le soumettre à nouveau si vous souhaitez continuer cet échange et explorer d'autres facettes du texte.